Alors, écoutez, j'ai le plaisir de présenter un collègue de l'Université de Genève, Baptiste Le Bihan, qui est donc collaborateur scientifique à l'Université de Genève. Ses recherches relèvent principalement des domaines de la métaphysique contemporaine et de la philosophie de la physique. Donc, après une thèse en philosophie du temps, il a exploré le champ de la philosophie de la gravité quantique comme chercheur postdoctorant au sein du projet Space and Time After Quantum Gravity, donc 2016 à 2018, mené à l'Université d'Illinois à Chicago et à l'Université de Genève, avec notamment Chris Wüthrich et Nick Huggett. Et il travaille actuellement à la réalisation de 2 ouvrages, à paraître donc chez Oxford University Press et chez Vrin, un ouvrage sur le temps, donc apparaître prochainement si j'ai bien compris. Et sa présentation s'intitule donc Théorie des cordes, gravité quantique, à boucle et éternalisme. Merci Vincent, merci à tous d'être présents pour être venus m'écouter, et puis merci au professeur Claudine Tiercelin, Alexandre Declos pour l'organisation, et puis à Sophie Grand-Cyr. C'est vraiment un plaisir d'être présent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un débat qu'on a déjà rencontré ce matin, à savoir le débat sur l'existence dans le temps. Et je vais parler de l'éternalisme en particulier, qui à mon sens est la bonne approche à avoir de l'existence temporelle. Ce que je vais faire, c'est discuter cette thèse en rapport avec certaines interprétations, certaines approches de la physique contemporaine, en particulier la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Et ce que je veux défendre, c'est que ces approches en construction suggèrent une certaine version de l'éternalisme, à savoir la thèse selon laquelle toutes les entités naturelles existent, indépendamment de leur localisation dans l'espace-temps ou indépendamment de leur localisation dans la structure qui donne lieu à l'émergence de l'espace-temps. Dans cette optique, ce que je vais faire, c'est d'abord vous donner mes raisons purement a priori d'envisager l'éternalisme comme la meilleure théorie de l'existence dans le temps. J'irai relativement rapidement. Ensuite, je dirai un mot sur la physique et sur la relativité, mais je serai très très bref, parce que ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est plutôt ce que nous dit la physique en construction, la physique spéculative de cette question de l'existence dans le temps. Et savoir, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que pourrait-on apprendre de la physique du futur sur cette question. Et enfin, je finirai en ayant une discussion un peu plus métaphysique et rapide, en m'interrogeant sur la question suivante. Dès lors que l'on admet que l'éternalisme est suggéré par ces théories physiques en construction, qui sont supposées des théories plus fondamentales, est-ce qu'on peut envisager l'idée selon laquelle l'éternalisme est vrai uniquement au niveau fondamental, d'une manière telle que l'éternalisme pourrait être compatible avec d'autres théories de l'existence temporelle à d'autres échelles? Et je répondrai négativement. Ok, donc pour fixer notre attention, prenons un événement passé. Donc il s'agit de l'incendie du dirigeable Hindenburg, qui s'est produit en 1937, où 36 personnes furent tuées aux États-Unis. Prenons maintenant un événement futur, la collision de la Voie lactée avec Andromède, donc il y a un événement qui devrait se produire dans 4,5 milliards d'années. Donc l'avantage de ce genre d'exemple, c'est qu'il n'est pas vraiment exposé à tous les problèmes de contingence du futur. On sait que cet événement va se produire, donc on peut laisser de côté les problèmes liés à la contingence du futur. Donc d'après les calculs les plus récents, ça va se produire dans 4,5 milliards d'années. Alors pas de souci à avoir, les galaxies étant principalement composées de vide, il n'y aura pas de collision. Mais bon, de toute façon, la vie devrait avoir déjà disparu de la surface de la Terre depuis au moins 700 millions d'années. C'est simplement un exemple d'événement futur parmi d'autres. Et puis, pour ce qui est de prendre un événement présent, je ne vais pas être original, on va juste prendre ce moment qu'on passe ensemble. Donc, une fois qu'on a ces 3 exemples d'événements passés, présents et futurs en tête,
on peut se poser la question suivante. Quels sont les événements qui existent? Quelle est l'extension, si vous voulez, de la réalité temporelle? Alors, une première approche qu'on a déjà rencontrée est le présentisme, la thèse selon laquelle seul le présent existe. L'idée, c'est que dans la mesure où les entités passées et futures, dans la mesure où les entités passées n'existent plus, elles n'existent pas tout court, et dans la mesure où les entités futures n'existent pas encore, elles n'existent pas tout court. Alors ici, j'ai mis elles existent uniquement dans le temps pour évacuer un autre débat sur le statut ontologique des entités abstraites, comme Dieu, les propositions ou les nombres. Dans ce débat, on s'intéresse uniquement à l'existence des entités dites naturelles, donc qui relèvent des entités dans le temps. Donc une deuxième approche est le non-futurisme, dont Vincent a beaucoup parlé ce matin, qui est la thèse selon laquelle seules les entités passées et présentes existent dans le temps. Alors je fais une distinction entre la théorie de l'univers bloc en croissance et le non-futurisme, dans la mesure où je prends le non-futurisme comme étant la composante existentielle d'une thèse plus large, qui combine cette thèse existentielle du non-futurisme avec une thèse sur l'écoulement du temps. D'accord ? Donc ici, vous avez cette représentation avec cette idée que donc vous empilez des espaces à 3 dimensions, vous les représentez par 2 dimensions, et puis vous les empilez avec l'idée qu'on a un axe vertical qui représente le temps. Et donc les flèches ici signalent le côté dynamique dont a parlé Vincent ce matin, avec cette idée que de nouvelles tranches d'existence viennent s'empiler. Vous avez l'être qui grignote le néant avec l'écoulement du temps. Il s'agit de la théorie de l'univers bloc en croissance. Et puis donc vous avez l'éternalisme, qui est la thèse selon laquelle le passé, le présent et le futur existent tout autant, qui est la composante existentielle d'une théorie plus large, appelée la théorie de l'univers bloc, qui combine la théorie B dont a parlé Robin Le Poitvin ce matin, avec l'éternalisme. D'accord. Donc on a ces 3 approches de l'existence temporelle, qui sont les approches les plus défendues. Je ne parle pas de la shrinking block approach. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est très rapidement quelles sont mes raisons d'être un éternaliste sans regarder la physique. Alors, et c'est largement une stratégie négative. Je suis assez convaincu que même si on ne regarde pas la physique, il y a déjà des raisons d'avoir des problèmes avec le présentisme et avec le non-futurisme. Alors, le problème principal du présentisme, c'est son passé. En effet, quel est le fondement des vérités à propos du passé? Si vous êtes présentiste, votre ontologie, le stock des choses qui existent d'après vous, se réduit au présent. Donc vous n'avez pas des entités passées qui peuvent immédiatement assurer la vérité des énoncés qui décrivent le passé. Alors, il n'y a pas de réponse intuitive ici, mais il y a beaucoup de réponses possibles. On peut par exemple penser à un monde platonicien avec des entités abstraites, comme si vous aviez une sorte de mémoire ontologique abstraite qui enregistre le cours de l'histoire. Vous pouvez penser à des entités localisées dans le présent et qui réfèrent d'une manière ou d'une autre à un passé qui n'existe pas. Ou vous pouvez avoir une position extrêmement radicale sur laquelle il n'y a pas de vérité à propos du passé. À ma connaissance, il n'y a que Lukasiewicz qui a exprimé cette idée. Alors, je ne vais pas dire grand-chose. Ici, je veux simplement dire, ce qui me paraît important d'avoir en tête, c'est que si vous êtes présentiste parce que vous pensez que c'est la position la plus intuitive au premier abord, je pense que c'est tout simplement faux. Elle peut paraître intuitive au premier abord, mais quand vous regardez les conséquences de toutes les approches présentistes qui sont intéressantes et qui ont des vertus théoriques, vous allez rencontrer énormément de conséquences contre-intuitives. Donc ça ne veut pas dire que le présentisme est faux en l'état, mais en tout cas, ça sape un petit peu la stratégie de l'intuitivité. C'est-à-dire que même si pour vous c'est important, les intuitions, pour vous guider dans la sélection d'une bonne théorie métaphysique, le présentisme n'est peut-être pas la meilleure approche à prendre dans ce cas. Ok, pour le non-futurisme, je vais aller très vite. Cette fois-ci, son problème au non-futuriste, c'est le présent. Donc Vincent en a déjà parlé rapidement ce matin. Il y a notamment l'objection sceptique. Si vous vivez dans un univers bloc en croissance, comment savez-vous que vous êtes présent? D'accord ? L'idée, c'est que vous pourriez être perdu dans le passé du bloc avec la croyance fausse que vous êtes localisé au bord de l'être et du néant, alors qu'en fait, vous êtes localisé peut-être dans le passé. Prenons par exemple Socrate, avant qu'il
avant de consommer le poison qui mettra fin à ses jours, il a la croyance qu'il est présent. D'accord ? Et est-ce qu'il est réellement présent de son point de vue ? On a envie de dire oui. Sa croyance est vraie. La croyance qu'il est présent à ce moment-là dans le temps, de son point de vue, elle est vraie. Mais de notre point de vue, il est faux qu'il soit présent, puisque nous sommes localisés au bord du bloc passé-présent, alors que Socrate n'est pas localisé au bord du bloc. Donc, à nouveau, j'ai été très vite ici, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais je vais pas en dire plus. Le seul point que je veux faire remarquer, c'est que, bien sûr, l'argument sceptique ne dit pas que le non-futurisme est incohérent. Il dit que le non-futurisme ne permet pas de satisfaire une chose que l'on aimerait que cette position satisfasse, à savoir rendre compte de l'ouverture du futur. D'accord ? Puisque, comme l'a expliqué Vincent ce matin, cette approche veut rendre compte de l'asymétrie entre le passé et le futur, et notamment du fait qu'il y a des vérités à propos du passé et que le futur est ouvert. Mais cette approche ne permet pas de faire ça, puisqu'il pourrait tout à fait être le cas que notre futur apparent ne correspond pas au futur réel. Il se pourrait qu'on soit en 2200... il se pourrait que la vraie limite entre l'être et le néant soit en 2237, et donc ça ne permet pas de rendre compte de l'ouverture, de notre ouverture du futur, du fait que notre futur par rapport à nous maintenant soit ouvert. Ok, donc ça c'est mes raisons purement a priori de penser que l'éternalisme est la bonne approche de l'existence dans le temps. Maintenant, si on passe à des raisons qui me paraissent plus intéressantes et plus convaincantes, je pense que c'est vraiment important de parler de la physique en général. Et la relativité a quelque chose à nous apprendre sur cette question. Donc le point vraiment important à avoir en tête, si vous vous rappelez cette représentation de l'espace-temps, d'accord ? Vous avez les trois dimensions spatiales qui sont représentées par deux dimensions. D'accord ? Vous représentez l'espace 3D en 2D. Et ensuite, vous avez un axe vertical temporel qui vous permet d'empiler les espaces. D'après la relativité, bien que vous ayez construit votre représentation comme ça intuitivement, vous n'avez aucune manière globale de faire des tranches, de trancher votre bloc quadridimensionnel en ce qu'on appelle en des hypersurfaces, parce que ce sont des surfaces qui dans la représentation ont deux dimensions, mais en vrai ça correspond à des espaces à trois dimensions. Vous n'avez pas de manière unique, suggérée par la physique et empiriquement détectable, de faire une foliation, de stratifier votre espace-temps en tranches d'espace qui serait organisé par un temps absolu universel. Donc ceci est problématique pour le présentisme et pour le non-futurisme, dans la mesure où ils ont vraiment besoin d'avoir une distinction entre le passé, le présent et le futur, puisque vous avez votre tas d'événements, vous devez les ranger dans des boîtes différentes. Si vous êtes présentiste, vous mettez les événements présents dans la boîte des choses qui existent. Si vous êtes éternaliste, vous pouvez mettre les événements passés, présents et futurs dans la boîte de ce qui existe. Par exemple, si vous êtes non-futuriste, vous mettez les événements futurs dans la boîte de ce qui n'existe pas. Mais on a une pression qui vient de la relativité, qui est de dire qu'il n'y a aucune manière suggérée par la physique d'avoir une distinction globale dans l'univers entre ce qui est passé, présent et futur. Donc c'est pas problématique pour l'éternalisme, parce que même si j'ai présenté l'éternalisme avant comme étant la thèse selon laquelle les entités passées, présentes et futures existent tout autant, vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser les concepts de passé, de présent et de futur pour définir cette thèse. Vous pouvez simplement utiliser des relations d'antériorité, de postériorité et de simultanéité entre les événements. Donc, voilà pour un peu le résumé très global et très rapide de pourquoi je pense que l'éternalisme est la bonne théorie à avoir dans ce débat à propos de l'existence temporelle. Alors, je vais faire un petit peu de publicité. J'ai un petit livre qui devrait paraître prochainement où je développe ces points et où j'explique en détail mon point de vue sur tout ce que je viens de dire. Si je suis allé aussi vite, c'est simplement pour vous expliquer que, en quelque sorte, je me suis déjà fait une opinion sur quelle était la bonne théorie de l'existence dans le temps en regardant la physique empiriquement confirmée et les arguments purement a priori.
Et maintenant, ce que je veux faire, c'est m'intéresser à quelque chose d'autre, qui est la physique qui est en construction, les nouvelles théories physiques qui vont nous décrire la réalité spatiale et temporelle de manière différente. Et ce que je veux faire maintenant, c'est vous présenter très rapidement les approches physiques les plus populaires et examiner dans quelle mesure ces approches restent compatibles ou non avec l'éternalisme et est-ce qu'elles nous disent quelque chose d'autre sur l'éternalisme. Alors, première chose à dire pour comprendre cette idée de physique en construction, de physique spéculative. Une chose que je pourrais dire d'abord, c'est que l'année dernière, quand j'ai fait ma présentation, j'ai en quelque sorte donné les raisons méthodologiques que j'avais de vouloir regarder la physique en construction pour répondre aux questions métaphysiques. Donc si vous êtes intéressé par ce point, je vous renvoie vers cette présentation où j'explique pourquoi je pense que même si cette physique est spéculative, elle mérite d'être regardée et elle conserve un certain intérêt épistémologique, une certaine aptitude à nous donner une certaine compréhension de ce qui se passe dans le monde, même si elle est spéculative. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Donc ce que je veux vous présenter, c'est vous donner une idée globale de la physique contemporaine. Donc elle est principalement faite de deux parties, la science paradigmatique, et puis les recherches qui tentent d'avoir un nouveau paradigme plus fondamental. Donc si vous êtes familier avec la distinction kuhnienne entre les phases de science paradigmatique et de révolution scientifique, en fait, on pourrait dire à notre époque, on est dans une situation qui est mixte. On a les deux qui cohabitent. On a la science paradigmatique qui cohabite avec une crise qui est acceptée, qui est là depuis longtemps. Et donc on a des communautés différentes. Il y a des communautés qui font la science paradigmatique, et il y a des communautés qui construisent des nouvelles théories. Alors si on regarde la science paradigmatique, elle est faite principalement de plusieurs théories. Peut-être des théories importantes à mentionner, c'est la relativité générale dont j'ai déjà parlé, et la théorie quantique des champs. Donc vous avez une théorie qui décrit la gravitation, une autre théorie qui décrit les phénomènes quantiques. Et ces deux théories sont extrêmement puissantes, extrêmement performantes pour prédire les phénomènes, on les observe, donc c'est vraiment impressionnant. Mais pourtant, elles ne fonctionnent pas ensemble au niveau conceptuel. Et il y a un certain nombre de phénomènes qu'on ne peut pas expliquer à l'aide de ces deux théories. En particulier les trous noirs, les premiers instants de l'univers, ou la nature de l'espace et du temps. Et donc ça motive les physiciens à trouver une meilleure théorie, qu'on appelle une théorie de la gravité quantique, pour rendre compte de ces phénomènes. Prenez un trou noir, par exemple, les trous noirs ont été prédits par la relativité générale, mais d'après la relativité générale, la lumière ne peut pas s'en échapper, ils sont absolument noirs. Si vous utilisez la théorie quantique des champs en espace courbe, qui est une autre approche, Hawking a montré qu'au contraire, ils émettent des radiations. Donc vous voyez déjà un peu le type de tension qu'on va avoir avec des phénomènes qui font entrer en jeu à la fois des phénomènes gravitationnels et des effets quantiques. Donc c'est pas simplement une question d'élégance, on veut une autre théorie plus complète. C'est vraiment qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre avec les théories qu'on a à l'heure actuelle. Les deux approches de la gravité quantique les plus populaires actuellement au nombre de physiciens impliqués sont la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Et quelque chose qui est assez troublant, c'est que dans la plupart de ces approches, voire dans toutes, ça se discute, on retrouve cette idée que l'espace et le temps émergeraient d'une structure plus fondamentale qui n'est pas spatio-temporelle. Alors les propriétés du temps et de l'espace qui sont manquantes au niveau fondamental ne sont pas toujours les mêmes. Ça va dépendre de l'approche qu'on considère. Donc maintenant, je vous dis un mot de la théorie des cordes pour essayer de vous donner une idée du type de propriétés spatiales et ou temporelles manquantes dans cette approche. Donc vous le savez probablement, dans cette approche, l'idée est que ce qui est perçu comme étant des particules dans le modèle standard des particules, qui est basé sur la théorie quantique des champs, dans cette approche, en fait, ce sont des vibrations d'entités plus fondamentales, au sens où ce sont des entités qui vivent à une autre échelle de description, beaucoup plus petite, et à laquelle on n'a pas accès. Et de plus, non seulement les particules sont remplacées par des cordes ou par des brins,
Mais l'espace-temps lui-même est également remplacé par une autre structure, qui est une structure faite de 10 dimensions. Donc pour des raisons de cohérence mathématique, on a eu besoin d'ajouter des dimensions supplémentaires. Et ces dimensions sont compactifiées de manière telle qu'on ne peut pas les noter, on ne peut pas noter leur existence à notre échelle. Donc on aurait peut-être envie de dire que l'espace-temps, l'espace-temps quadridimensionnel émerge d'une structure plus fondamentale. Et là, vous pourriez peut-être rétorquer. Donc, disons, il y a deux manières de voir les choses. Une première manière, c'est de se dire, bon, en fait, on découvre que l'espace-temps n'a pas 4 dimensions, mais il en a 10. Une deuxième approche, c'est de dire, on a un espace, on a une structure à 10 dimensions qui n'est pas l'espace-temps, et qui déclenche d'une manière ou d'une autre notre espace-temps. La deuxième manière est la bonne manière de voir les choses. En fait, on ne peut pas identifier l'espace-temps de la relativité générale aux espaces-temps de la théorie des cordes, bien qu'il soit formulé méthodologiquement à l'aide de la relativité, pour la raison suivante, c'est que la théorie des cordes, en fait, est une approche qui est incomplète. On n'a pas d'image du monde qui est vraiment claire. C'est-à-dire, on ne sait pas à quoi ressemble le monde si la théorie des cordes est vraie. Il faut plutôt se représenter la théorie des cordes comme un ensemble de fragments mathématiques très puissants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'en a pas une théorie des cordes, mais on en a 5. On a 5 théories des supercordes qui sont représentées ici. Ces 5 théories-là. Et ces 5 théories postulent l'existence de 10 dimensions du monde, 9 dimensions spatiales, 1 dimension temporelle. Alors, juste une chose, ici, il y a une autre théorie qui est une théorie de la supergravité. On ne sait pas encore est-ce qu'elle pourrait être reliée à une théorie plus fondamentale qui serait la théorie M, mais en gros, les théoriciens des cordes pensent qu'il y a une théorie M plus fondamentale, qui est conjecturée comme ayant 11 dimensions, 10 dimensions spatiales, une dimension temporelle, qui expliquerait la pluralité des autres théories. Donc l'idée, ce serait qu'en fait, on a plusieurs théories des cordes, théorie des supercordes au sens strict, dans la mesure où on a différentes approximations d'une théorie plus fondamentale qui nous reste à formuler. Alors je reviens, pourquoi on ne peut pas dire que c'est, si on en prend une, que l'espace-temps, par exemple, décrit par cette théorie, pourquoi on ne peut pas dire que c'est l'espace-temps décrit par la relativité? À cause de ce qu'on appelle la dualité T, qui en gros veut dire la dualité target duality, ce qu'on appelle les target space, les espaces dans lesquels vivent les cordes, entre guillemets. Et donc on a des relations d'équivalence physique entre ces différentes théories. Elles sont physiquement équivalentes. Donc ce qui est très bizarre, c'est qu'on peut avoir des théories qui vous décrivent des dimensions qui sont compactifiées avec un rayon immense, qui sont physiquement équivalentes à des théories, en fait, il faudrait parler en termes de modèles, mais si je simplifie en parlant de théories, vous avez deux théories. Vous avez une qui vous décrit un monde avec des cordes d'un certain type qui vivent dans un espace avec un certain type de compactification. Vous avez un autre espace qui vous décrit des cordes qui ont d'autres propriétés, qui vivent dans un autre espace avec un autre type de compactification. Et ces deux choses, en fait, mènent à la relativité générale et vous donnent les mêmes prédictions empiriques. Donc c'est comme si, en fait, c'était plus des sortes d'artefacts de représentation qui ne correspondent pas à l'espace-temps relativiste. Donc la situation est chaotique et difficile à interpréter. Là, la plupart des physiciens n'ont pas d'idée claire sur quelle est la relation entre ces différentes théories et la théorie plus fondamentale, parce qu'on ne l'a pas. Mais ce qui est important de noter ici, c'est qu'on a besoin de relier les théories, les théories des supercordes avec une théorie plus fondamentale, mais on doit aussi faire sens du lien entre ces 5 théories et la relativité générale. D'accord ? Donc si vous arrivez à retrouver l'espace-temps relativiste, et ici on fait l'hypothèse que l'espace-temps relativiste, finalement, il n'est pas si différent que ça du temps et de l'espace tel qu'on les expérimente. Donc c'est ça aussi qui se joue. Comment on récupère notre bon vieil espace, notre bon vieux temps, à partir
de cette situation très bizarre, de ces théories qui sont physiquement équivalentes. Alors ce problème, et c'est là où je voulais en venir, c'est que ce problème est à propos de l'espace. Donc il semble que la dualité T, affecte uniquement la partie spatiale et non la partie temporelle de ces espaces, cibles, target space. Donc ce que je veux dire ici, c'est que si vous avez cette approche, il semble en tout cas en première approche que on a toujours la même approche relativiste qui est implémentée en théorie des cordes. Et donc si vous êtes déjà convaincu que la relativité générale soutient l'éternalisme, vous devriez ipso facto aussi penser que cette approche de la théorie des cordes soutient l'éternalisme standard. Après, bien sûr, si vous n'êtes pas convaincu que la relativité générale nécessite l'éternalisme, ipso facto, vous pourrez aussi défendre votre théorie alternative ici. Alors maintenant, ce que je veux signaler, c'est qu'il y a une autre manière d'interpréter cette théorie des cordes, qui est une approche à 2 dimensions, qui est l'approche des feuilles de monde. Et ici, l'idée, c'est que l'espace, en fait, l'espace-temps, la réalité naturelle, serait faite uniquement de 2 dimensions. C'est peut-être encore pire, en un sens, ou plus contre-intuitif qu'un espace fait de 10 ou 11 dimensions. Alors ici, pour le comprendre, si vous êtes familier avec les débats sur la persistance dans le temps, l'idée, c'est que vous prenez une corde qui va vous Vous prenez une corde. D'accord, ici, ce trait ici représente une corde. Vous imaginez que cette corde traverse le temps. Elle persiste en perdurant. Donc elle va tracer une feuille. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, donc vous avez cette feuille qui est en gros une corde qui perdure dans l'espace-temps. Et ici, votre espace-temps, il est représenté ici par 3 dimensions, mais en fait, il faut compter 10 dimensions. Donc vous avez votre corde qui est un objet bidimensionnel, si vous le considérez comme un objet qui persiste dans le temps, qui est localisé dans un espace à 10 dimensions. Maintenant, imaginez que vous voulez être relationniste à propos de la théorie des cordes et dire la matière est plus fondamentale que l'espace-temps. Donc en fait, ce qui existe vraiment, c'est ça, c'est pas cet espace. Ou pour le dire différemment, cet espace dérive déjà de cet objet. Alors je simplifie énormément les choses, mais l'idée ici, c'est qu'en fait, vous allez repenser votre espace d'arrière-plan dans lequel vivent les cordes comme étant un champ qui fluctue à la surface de la feuille bidimensionnelle. Donc en gros, vous transformez tout ce qui était perçu comme un espace d'arrière-plan en champ qui fluctue sur la feuille de monde. Et donc vous avez cette approche de la théorie des cordes qui a été suggérée comme étant une heuristique qui marchait bien pour faire des calculs. Il y a Edward Witten, qui est l'un des théoriciens des cordes qui mène cette communauté. Alors c'est pas très clair, parce que souvent les physiciens ils n'ont pas des idées claires sur l'existence ou la métaphysique, c'est pas très clair. Est-ce que il veut réellement défendre que le monde est bidimensionnel, ou est-ce que c'est une heuristique? Mais en tout cas, on a cette possibilité d'interprétation ontologique ici. Alors maintenant, je vais essayer de revenir vers l'éternalisme. Clairement, la dimensionnalité dans cette approche de l'espace est réduite. On n'a plus que 2 dimensions, on en a avoir 10 ou 4. Mais il semble que le temps pourrait être fondamental à un certain degré, d'accord, puisqu'on a ici une dimension, il y a une coordonnée, la coordonnée de taux, et c'est assez naturel de dire que c'est l'équivalent du temps. Donc, finalement, on a encore du temps ici. Mais il y a eu un truc un petit peu bizarre qui s'est produit, c'est qu'il y a une anomalie avec la métrique qui représente En fait, la métrique, c'est l'objet mathématique qui représente les distances entre les points dans la structure que vous considérez. Et en fait, il y a une anomalie avec la métrique de la feuille de monde. Celle-ci est invariante d'échelle, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer ou dézoomer, vous retrouvez toujours la même structure. Donc en fait, vous avez enlevé la structure qui vous donne la distance entre les points qui composent votre structure, ce qui est vraiment très bizarre. Alors ici, je vous ai mis une sorte d'une illustration pour essayer de vous donner une intuition de ce qui se passe. Ça a à voir avec le mouvement brownien, ça n'a rien à voir avec la théorie des cordes.
mais c'est pour vous donner une idée un peu de ce que ça pourrait vouloir dire. Vous avez beaucoup de propriétés, vous avez une courbure, etc. Mais vous retrouvez toujours la même structure. C'est comme si vous aviez injecté du vide dans l'espace et dans le temps eux-mêmes, dans votre feuille de monde. Donc, à mon avis, c'est une ontologie qui est intéressante, qui est très étrange, mais qui en tout cas, est fascinante. Mais à mon sens, elle ne change pas vraiment grand-chose à propos du débat sur l'existence dans le temps, dans la mesure où, d'accord, on a cette structure relativiste qui est bizarre parce qu'elle est bidimensionnelle, elle est invariante par échelle, mais on a toujours l'ordre causal. D'accord ? On a toujours une structure qui vous permet de localiser les points les uns par rapport aux autres. Et à mon sens, c'est ça qui est vraiment important pour préserver l'intuition éternaliste. L'idée que toutes les parties du système existent tout autant. Ici, le système étant le cosmos dans son ensemble. Donc, à mon sens, l'approche bidimensionnelle entraîne toujours l'éternalisme standard. Donc, toujours avec le même point qui est que, ici, je présuppose que la relativité générale a déjà tranché le débat en faveur de l'éternalisme. Si vous n'êtes pas d'accord, à nouveau, vous pourrez réintroduire peut-être vos raisons de rendre la relativité générale compatible avec le présentisme et le non-futurisme ici. Mais je vous déconseille fortement d'essayer de faire ça. D'accord, et maintenant je passe à la gravité quantique à boucle, qui est une autre approche. Il reste 5 minutes ? Ok. Qui est une autre approche de la gravité quantique. Donc, je ne vais pas entrer vraiment dans le détail, mais l'intuition de fond, c'est de partir de la relativité générale, de la rendre discrète et quantique. Et quelque chose qui se produit, d'après certains physiciens, c'est un phénomène de localité désordonnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici, vous avez votre description d'un système, d'une région d'espace-temps par la relativité générale. Ici, vous avez une description du même volume d'espace-temps par une autre théorie, la gravité quantique à boucle. Et l'idée, c'est que dans certains modèles de la gravité quantique à boucle, vous avez des déviations entre des relations de distance éloignée et des relations de contiguïté. Donc, vous prenez par exemple la distance entre Paris et Marseille. L'idée, c'est que dans certains modèles, la distance entre Paris et Marseille correspond à une relation de contiguïté, de connexion directe entre deux points de votre structure fondamentale. Alors la localité désordonnée ne se produit pas tout le temps, il faut quand même récupérer l'ordre de notre espace-temps, mais vous avez ces sortes d'interférences d'organisation spatiale. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que l'ordre des événements, le long des trajectoires temporelles, ne reflète pas nécessairement l'ordre associé aux entités au niveau fondamental. Et ici, j'ai pris un exemple pour l'espace, mais les gens qui travaillent dans ce domaine pensent que ça devrait aussi s'appliquer au temps, à l'ordre dans le temps, puisque c'est de l'ordre spatio-temporel. Donc, je vais aller assez vite ici, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Ce que je voulais dire ici, c'est que si vous n'avez plus cet ordre fondamental des événements, si l'ordre des événements tel que vous les percevez et les organisez avec la relativité générale ne reflète pas toujours systématiquement de manière fidèle l'organisation des choses au niveau fondamental, il semble que ce serait très bizarre de réintroduire une foliation entre un passé, un présent et un futur, puisque si vous le faites à votre échelle avec la relativité générale, vous allez être en conflit avec des manières, avec des anomalies, on va dire, dans l'ordre des événements tels qu'ils sont décrits au niveau fondamental. Ok, donc si je suis désolé, je suis allé très vite et je vais pas en dire plus. Mais ce qui me paraît intéressant ici, c'est que cette approche semble entraîner un éternalisme atemporel, qui est un peu différent de l'éternalisme standard, dans la mesure où vous avez toujours la coexistence simpliciteur de toutes les parties du cosmos, mais vous n'avez plus aucune référence au temps, et vous n'avez plus de structure d'ordre des événements qui soit aussi absolue.
Donc plusieurs personnes m'ont objecté en disant est-ce qu'il ne faudrait pas l'appeler plutôt atemporalisme plutôt que atemporal éternalisé. En un sens, pourquoi pas, mais je préfère la classer comme une thèse éternaliste, parce que si vous regardez les conséquences pratiques, en fait, c'est une thèse qui est extrêmement proche de l'éternalisme standard et qui a les mêmes implications. C'est-à-dire c'est la même idée que le domaine de ce qui existe ne varie pas. Il n'y a pas des choses qui entrent et qui sortent de l'existence. Ok, donc je vais finir. Il me reste combien de temps après Tu prends encore 3-4 minutes. Ok, très bien. Donc, maintenant, posons la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement que l'espace-temps émerge et comment peut-on rendre compte de cette situation dans laquelle on a un certain niveau, un espace-temps décrit par la relativité générale, et un autre niveau de description, une autre théorie qui n'a pas les mêmes propriétés globales et qui décrit une métaphysique différente. Donc ici, j'ai écrit qu'on avait des collections de catégories métaphysiques différentes. Ça dépend ce qu'on entend par catégorie métaphysique. Mais je pense que vous voyez un petit peu le problème. C'est le problème de la transition. Comment on passe de l'une des descriptions à l'autre. Est-ce que c'est suffisant d'avoir juste une dérivation mathématique? Une fois qu'on a la dérivation mathématique, on a tout ce dont on avait besoin. Ou est-ce qu'il y a encore autre chose à expliquer? Donc c'est ce que j'appelle le problème ontologique. Et il me semble qu'ici, on peut prendre trois grandes approches. On peut avoir une approche qui est l'approche sans laquelle il n'existe pas d'espace-temps. Donc, la relativité générale est une théorie effective qui décrit, qui est une approximation d'une théorie plus fondamentale, mais il ne faut pas la prendre trop au pied de la lettre. Il faut apprendre vraiment au sérieux la théorie fondamentale, mais il ne faut pas accepter que la relativité générale décrit certaines structures de manière adéquate. Donc je pense que cette théorie est problématique et n'est pas la bonne théorie. Il y a une autre approche qui est d'accepter une stratification de la réalité. Vous avez des niveaux de réalité, vous avez le niveau décrit par la gravité quantique à boucle ou la théorie des cordes, et vous avez un autre niveau décrit par la relativité générale, et peut-être vous avez plein de niveaux qui peuvent avoir des structures métaphysiques différentes et être connectés par des relations de connexion entre ces différentes catégories. Donc moi, j'aime pas beaucoup les stratifications de la réalité, donc je favorise plutôt le réalisme plat. Donc c'est l'idée selon laquelle, en quelque sorte, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on accepte que l'espace-temps existe, mais on l'identifie, il est strictement identique à des parties propres de la réalité non spatio-temporelle. Donc ça donne un certain coup, il faut accepter que des entités spatiales ou spatio-temporelles peuvent avoir des parties propres qui ne sont pas spatio-temporelles. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est simplement pour dire qu'on peut avoir plusieurs attitudes face au problème de l'émergence de l'espace-temps. On peut dire, bon, ce que ça veut dire que cette émergence est purement épistémique, l'espace-temps n'existe pas vraiment. On peut reconnaître qu'il existe en disant qu'il est connecté à une réalité plus fondamentale par un dispositif métaphysique de connexion, ou on peut avoir le réalisme plat en disant que c'est des sortes d'accès théoriques différents aux mêmes entités. Alors, si on est... maintenant, je vais être très bref. Est-ce qu'on pourrait être éternaliste si on a la thèse dérivée et qu'on accepte qu'il y a un niveau, il y a des niveaux de réalité et qu'il y a un niveau non spatio-temporel et un niveau spatio-temporel? Est-ce qu'on peut accepter qu'on a l'éternalisme standard ou atemporel au niveau fondamental couplé à une autre thèse existentielle au niveau supérieur? Alors à mon sens non, puisqu'il doit exister une correspondance systématique entre les événements de l'espace-temps relativiste et la description fondamentale. D'accord ? Même si ce sont des niveaux différents, vous allez avoir il doit y avoir une correspondance systématique entre les deux descriptions. Donc si vous êtes au niveau de la relativité générale et vous dites tout ce qui est dans mon cône de lumière passé n'existe pas, si vous prenez la description, vous passez à la description de la gravité quantique, ça va être très bizarre, puisque la manière dont vous aurez d'utiliser vos cônes de lumière ne va pas correspondre de manière propre et systématique à ce qui se passe au niveau de la gravité quantique, la description donnée par la gravité quantique. Alors, pour le réalisme plat, c'est la même situation. Là, on n'a plus de niveau ontologique, mais simplement des niveaux de description. Donc là, évidemment, la correspondance systématique
vous donne le même résultat. On ne peut pas avoir l'éternalisme au niveau fondamental et une autre thèse de l'existence au niveau émergent relativiste. Ok, donc pour conclure, il me semble, donc, je vous ai donné une vision très très globale, un peu de mon point de vue global, sans entrer vraiment dans les détails. Donc je m'en excuse, mais je trouve que c'est aussi intéressant parfois de donner des visions un peu plus générales de ce qu'on pense. Donc il me semble que le raisonnement a priori et la philosophie de la physique, suggèrent l'éternalisme, qu'en fonction de l'élimination particulière du temps qu'on trouve dans les différentes approches de la gravité quantique, on aboutit ou bien à un éternalisme standard, ou bien à un éternalisme atemporel qui va un peu plus loin en remettant en cause l'ordre causal des événements. Et il me semble que, une fois qu'on a accepté ça, même si on souscrit à une ontologie néo-aristotélicienne stratifiée avec des niveaux ontologiques, ou à une approche réaliste plat, l'éternalisme doit nécessairement se propager aux autres échelles. Et je vais m'arrêter là. Merci.